marché d'Ilela, dans l'extrême nord du Nigeria, pour rencontrer Ousmane Mohamedou. Cet éleveur Peul parcourt des centaines de kilomètres pour vendre vaches, chèvres ou moutons, afin d'approvisionner le marché florissant de la viande rouge du pays. Nous allons ensuite en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga. Là-bas, la population étouffe. La région produit 80% du charbon sud-africain, l'une des plus polluées au monde. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Les généraux au pouvoir au Soudan et les meneurs du mouvement de la contestation ont conclu un accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de transition, 4 mois après la destitution d'Omar el-Béchir. A noter que des pourparlers prévus vendredi pour finaliser les détails de cet accord ont été reportés. C'est un souvenir que nous n'oublierons pas, car c'est un nouveau départ pour le Soudan. La révolution a créé un nouvel environnement, non seulement au Soudan, mais aussi dans la région. Les écrivains et les hommes politiques en parlent. Cet accord ramène un peu de calme à Khartoum. Plus tôt dans la semaine, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale soudanaise pour organiser une veillée à la mémoire des manifestants tués lors d'une répression brutale lors d'un sit-in devant le quartier général de l'armée. Jacob Zuma a décidé de ne plus coopérer à l'enquête sur la corruption en Afrique du Sud. L'ex-président est interrogé depuis lundi par une commission anti-corruption, chargée de faire la lumière sur de nombreux scandales qui ont éclaboussé sa présidence. Mon client m'a informé qu'il ne participera plus à cette procédure. Il vous respectait, il vous respecte toujours, il respecte cette commission, mais la commission ne semble pas connaître ses règles de base. L'ancien président, qui bénéficie toujours d'un soutien important dans les zones rurales et dans sa province natale, déclare avoir été victime d'un complot. L'Organisation mondiale de la santé a élevé mercredi l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola au rang d'urgence sanitaire mondiale, 3 jours après le décès du premier patient atteint d'Ebola dans la ville de Goma, près de la frontière avec le Rwanda. Vous voyez la population en train de se laver les mains, on est en train de prélever la température, mais aussi il y a d'autres mesures qui sont prises par la DGM pour le contrôle des flux. Bien que l'épidémie d'Ebola sévisse dans la région depuis près d'1 an, il s'agit du premier cas enregistré dans un grand centre urbain. La maladie déclarée le 1er août 2018 dans le nord Kivu a déjà tué plus de 1600 personnes. De nouveaux chiffres publiés lundi montrent que le taux d'inflation au Zimbabwe a atteint 175% en juin. Un taux record depuis une décennie qui alimente les craintes d'un retour de l'hyperinflation. Je pense que ça fait aussi de nous une population moins consommatrice, parce que maintenant, il faut réfléchir à ce qui est nécessaire. Est-ce que j'ai besoin de cela? Peut-être pas. De nombreux Zimbabwéens cherchent désormais à quitter le pays alors que le niveau de vie se détériore sous la présidence d'Emerson Mnangagwa. Élu en 2017, il avait pourtant promis une reprise économique après avoir succédé à Robert Mugabe. Au moins 14 personnes sont mortes dans le centre du Nigeria après l'effondrement d'un bâtiment résidentiel de 3 étages à la suite de pluies torrentielles. Un accident qui s'est produit dans la soirée de lundi pendant les heures de travail. Les effondrements de bâtiments ont lieu fréquemment au Nigeria car certains propriétaires et promoteurs immobiliers ne respectent pas la planification urbaine et la réglementation en matière de construction. Des dromadaires par dizaines prêts à être vendus, mais aussi des centaines de vaches qui attendent un nouveau propriétaire. Sur le marché d'Ilela, dans l'extrême nord du Nigeria, frontalier avec le Niger, éleveurs et grossistes négocient quotidiennement le prix de bêtes venues de tout le Sahel. Les éleveurs des pays voisins, Mali, Burkina, Niger, amènent leur bétail pour le vendre ici. Ils repartent ensuite avec leur argent, en toute sécurité. Ousmane est un éleveur Peul venu du Mali. Avec son troupeau, il a parcouru plus de 500 km. 10 jours pour rejoindre ce marché. Le voyage est long, mais il en vaut la peine. Au Nigeria, les vaches se vendent beaucoup plus cher qu'au Mali ou au Niger. Il est difficile de vendre mes vaches au Mali ou au Niger.
Quand je viens sur ce marché international au Nigeria, je les vends bien et je gagne de l'argent. Je préfère toujours venir ici. Une fois les transactions terminées, la majorité des bêtes sont chargées dans des camions. Direction Lagos et ses 20 millions d'habitants à nourrir. 1000 vaches arrivent chaque jour sur ce marché. Rien que pour le bétail, nous consommons au moins 200 camions par semaine à Lagos pour alimenter la ville. Ici, l'hygiène est sommaire, mais la quantité est au rendez-vous. Les négociations durent toute la journée et il y en a pour toutes les bourses. Le prix d'une vache varie entre 350 et 1000 euros selon sa taille et sa santé. Particuliers, intermédiaires ou grande distribution, tout le monde vient s'approvisionner au marché de Lagos. Si j'achète 2 vaches, je les mets dans une voiture ou sur une moto pour les emmener à l'abattoir. Et après les avoir préparées, je les vends à mes clients. En pleine croissance démographique, le Nigeria consomme 380 000 tonnes de bœuf par an et il en consommera 3 fois plus d'ici à 2050. Le secteur est en pleine expansion, mais il reste très fragile. L'élevage reste majoritairement traditionnel et le conflit lié à l'accès à la terre a fait des milliers de morts entre agriculteurs et éleveurs ces dernières années. Assemale est asthmatique depuis qu'elle a 4 mois. Son masque est inutile, l'oxygène médical est trop cher. Pour sa mère, une seule solution. Je voudrais partir. Je voudrais partir parce que cet endroit n'est pas sain. Quelques rues plus loin, Lifa Pelikan souffre des mêmes symptômes. Ses problèmes respiratoires ont commencé quand il a emménagé ici, dans la région du Highveld, à 2 heures de Johannesburg. J'ai du mal à respirer. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. C'est horrible. Dans ce township de la province du Mpumalanga, la population étouffe. La région produit 80% du charbon sud-africain et c'est l'une des plus polluées au monde. D'après les associations de défense de l'environnement, entre 300 et 650 personnes y meurent chaque année de maladies respiratoires. C'est très clair. Il y a des gens qui viennent d'autres provinces et quand ils arrivent à Middelburg ou dans le Highveld, ils deviennent malades. Des maladies respiratoires et tout ça. Quand ils quittent cette région, on voit que certains d'entre eux vont mieux. Les 12 centrales à charbon de la région appartiennent toutes à la compagnie d'électricité nationale. Pour les activistes locaux, l'État est coupable. La Constitution sud-africaine est l'une des rares au monde à garantir le droit à un environnement sain. Ils violent nos droits, ils violent notre droit à un air pur, ils violent notre droit à la santé. Ça, c'est la vérité. Selon le gouvernement, l'air du Highveld est déjà plus propre qu'il y a quelques années. Mais ce dernier admet qu'une véritable amélioration prendra du temps. Pour bon nombre des malades, il sera peut-être déjà trop tard. Le légendaire chanteur sud-africain anti-apartheid Johnny Clegg est mort mardi après une longue bataille contre le cancer. Surnommé le Zoulou blanc, le musicien était connu pour son mélange de rythmes zoulous et de styles occidentaux, défiant ouvertement le régime de l'apartheid. C'est vraiment tragique de perdre un si grand artiste et un modèle pour notre pays. Johnny Clegg était un des artistes les plus culturellement diversifiés ici. Son style de musique était unique. Il mélangeait race et culture. Un hommage public à l'artiste doit être organisé en Afrique du Sud dans les prochains jours. Ses obsèques, quant à elles, seront-elles célébrées dans la plus stricte intimité. L'équipe nationale malgache de football a été accueillie triomphalement par ses supporters à Antananarive après son élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la Tunisie. Un accueil fantastique qui fait chaud au cœur, vraiment. Ça montre bien qu'au-delà du football, c'est une très belle aventure humaine et
Et ça explique pourquoi je suis très attaché à tout ça. Les Baréa participaient à la première CAN de leur histoire. Ils ont été l'équipe surprise de la compétition. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.